Accélore assez rapidement. On est avant tout une application low-code. Cette application low-code qui intègre de manière un peu plus récente finalement l'IA a été le poumon qui nous a permis de développer un ensemble d'applications, elles-mêmes applications finalement à l'usage de tous au travers d'un ERP et depuis laquelle on est aussi venu rattacher des solutions un peu plus tierces, comme la BI par exemple, le portail pour faire de la capitalisation de données publiques, voire publiques, et puis un BPM, Business Process Management, un moteur de workflow pour venir orchestrer finalement les différents flux d'informations que l'on va venir manipuler au sein du SI. Tout ça en s'appuyant sur des technologies qui sont open source. On va retrouver notamment PostgreSQL pour la gestion de bases de données, Java pour tout ce qui est le corps un peu technique, un peu back-end de notre application, et une partie web, une partie client qui s'appuie sur du React, et Next.js pour la partie portail. Au niveau justement des différentes briques métiers qu'on a pu mettre en œuvre, on a tout ce qui va être gestion commerciale, gestion financière, tout ce qui va être travail collaboratif, sans jamais perdre de vue que tout ça finalement n'a été rendu possible que parce qu'on exploitait une plateforme de type low-code. Et on retrouve en haut à gauche justement les outils low-code que l'on sur lesquels on essaye de plus en plus de faire venir du no-code pour permettre justement aux utilisateurs de s'approprier un peu plus leur solution métier. Au niveau justement de l'appropriation, il nous paraissait indispensable de mettre à disposition une plateforme mobile. Donc on a toute cette application mobile aujourd'hui disponible sur l'App Store et puis sur Play Store, avec une grande partie des briques de l'ERP qui sont aujourd'hui répliquées sur justement l'application mobile, et des modules un peu plus pro. On va retrouver Sentinel, on va retrouver les douchettes et les data capture également. Si on va un peu plus loin sur justement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a cette plateforme low-code et qu'est-ce que ça nous a permis d'atteindre, 4 secteurs d'activité majoritaires. On va retrouver les sociétés de services, l'industrie, le secteur public, distribution retail. Donc, vous avez ici quelques références avec quelques belles réussites. Thermo Fisher qui est notre premier client, qui nous a permis une pénétration sur le marché américain, notamment via l'industrie et via la mise en place de la comptabilité américaine dans notre application. Et toutes ces briques-là ne sont possibles que parce que justement on a cette composante low-code fortement présente. Le BPM, qui je pourrais passer 1h30 à vous en parler, mais c'est pas le sujet, qui va justement permettre de modéliser des processus, les déployer, les paramétrer, pas que dans le contexte de justement l'ERP. L'IA, un sujet sur lequel on va longuement revenir tout à l'heure. Connect, qui est un peu cette promesse finalement de mettre en place des flux entre les différentes briques du SI, pas forcément liées à l'ERP, mais également entre elles, avec plus de 2000 applications et une interface très graphique finalement pour définir des flux, et non pas des processus. Je fais le distinguo entre BPM et Connect. Le studio qui va apporter une surcouche finalement dans l'expérience utilisateur. On sait aujourd'hui qu'il n'est pas concevable de mettre à disposition des interfaces sur lesquelles les utilisateurs n'adhèrent pas. Studio est un élément de réponse à ça, avec cette possibilité de faire du drag and drop sur les vues, la possibilité de créer du mouvement. Et derrière, tout ce qui va être template pour l'édition de documents en se basant sur nos données, et la BI qui va être justement l'outil qui permet de mettre en avant les données dont on dispose, pas forcément que celles de l'ERP, mais également toutes les données de l'entreprise. Et ce faisant, ça me fait une excellente transition vers justement les enjeux de la data et de l'IA. J'ai bien conscience que la promesse de ce webinaire était axée autour de l'IA aujourd'hui. J'ai envie d'amener un peu une touche peut-être plus mateuse sur cette notion d'IA, sans pour autant parler des algorithmes,
mais il faut bien se rendre compte que l'IA, c'est avant tout de la data. Si on s'intéresse un peu justement à cette... alors c'est un avis personnel, peut-être partagé par d'autres, mais je vais essayer de vous démontrer pourquoi est-ce que, pour moi, l'IA, c'est de la data. La data, ça fait très longtemps qu'on en a conscience, ça fait très longtemps qu'on la manipule. Les Romains, ils avaient des tablettes pour référencer qui sortait, qui entrait, des termes. Donc, il y a quand même quelques milliers d'années d'expérience sur la donnée. Et finalement, on a eu un ensemble de théories statistiques qui sont apparues au gré des siècles de science et qui sont aujourd'hui à l'origine des algorithmes que l'on manipule. Et bien entendu, des statistiques ne peuvent fonctionner qu'à partir du moment où on leur donne de la donnée en point d'entrée. Et c'est bien... et là, vous avez une phrase qui est « Le développement accéléré des ordinateurs a permis l'essor des systèmes d'information ». Cette phrase, elle doit dater à peu près des années 60-70, où finalement, on était assez peu exigeant au regard de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, quoique, toujours vrai aujourd'hui, la course au GPU, tout le monde en a conscience. Nvidia, c'est une marque grand public maintenant, parce qu'on sait ce que c'est, on sait à peu près quand c'est utilisé. On ne saurait pas trop comment c'est fait, mais en tout cas, on a bien conscience qu'il y a un besoin d'un hardware pour pouvoir traiter l'information. Et c'est justement ce traitement de l'information qui va nous pouvoir d'être efficace dans la restitution de données. Et les données, c'est un vrai sujet en termes d'organisation de données. Il faut bien comprendre que aujourd'hui, quel que soit l'IA que vous allez utiliser, quel que soit le format, elle a besoin, elle, pour comprendre finalement son contenu, de données structurées. Et Gartner, finalement, il me semble que c'était en 2020 qu'ils ont fait cette étude-là, référençaient les données dans les entreprises et se sont rendus compte que 80% des données des entreprises étaient non structurées. Alors ça peut faire peur comme ça, c'est pas grave. On a des solutions pour gérer ça. Et donc ça veut dire que globalement, si on se projette, les IA n'ont que 20% des données totales disponibles pour rendre des résultats. On a trois grands types de données. On va retrouver les données structurées, donc ça c'est vos tables, c'est vos graphiques, c'est la donnée qui est générée par un ERP, par exemple, parce qu'on est capable de bien classer la donnée. On sait à quoi sert chaque donnée. Et on va avoir les données non structurées. Là, les données non structurées, c'est les textes, les sons, les images, ainsi de suite. Alors, vous pourrez me dire, oui, mais Pierre, aujourd'hui, quand j'envoie une photo à ChatGPT, il est capable de me dire ce qu'il y a sur la photo. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des moyens de transformer de la data non structurée en structurée. C'est très compliqué à faire, mais on sait le faire. Shazam, que vous utilisez peut-être depuis quelques années, c'est ça, c'est Shazam. Vous lui faites écouter une musique, il est capable de vous dire à qui correspond cette musique. Pourquoi? Parce qu'il a isolé des fréquences, il a isolé des rythmes, et il a une base de données de rythmes auquel il est capable de faire correspondre un artiste, une chanson. Donc en fait, il y a eu une transformation d'une data non structurée à une data structurée. Et on va retrouver les données semi-structurées qui sont là pour traiter des volumes d'informations importantes à travers des formats de documents type XML, JSON. On en verra une application directe tout à l'heure quand on parlera des OCR. Et tout ça ne peut être compris que par de la métadonnée, qui est finalement la documentation associée à la donnée. Voilà, c'était première chose. Et deuxième chose, c'est plus un peu pour le fun, pour votre culture perso. Donc voilà le landscape, enfin le paysage des acteurs de la Big Data en 2012. Et là, on arrive à peu près à distinguer les marques. On voit des trucs comme Google, Microsoft, on les connaît par cœur. Et on a des trucs Datamine, on a du Netezea, des choses que peut-être certains connaissent ici. Donc ça, c'est en 2012, c'était il y a 12 ans, c'était il n'y a pas si longtemps à l'échelle humaine. Ça, c'est en 2024. Et là, même ceux qui ont la plus belle acuité visuelle ne pourront pas lire ce qui est marqué. Je vous ai mis quand même le lien pour ceux que ça intéresse. Donc, il y a un homme dans le monde qui s'intéresse justement aux acteurs donc, de la data, de l'IA et du machine learning.
Cet homme-là, c'est Matt Turk. Et tous les ans, il publie une map, finalement, des différents acteurs, que ce soit sur justement la big data, soit sur l'IA, sur l'hébergement de la donnée, ainsi de suite. Et vous voyez ici, l'immeuble Matou, il y a une partie qui est détronquée par ma capture d'écran. Ça rentrait pas sur un écran 4K. Et vous avez dans tout ça ici les acteurs open source, donc c'est une fabuleuse source d'informations. Si jamais vous vous demandez quelles sont les solutions qui peuvent répondre à des besoins, n'hésitez pas, c'est très bien fait. Chacun des icônes, vous cliquez dessus, vous avez une petite carte, le lien vers le site web, et ainsi de suite. Moi, j'aime beaucoup ce genre de gadget, hein, ça fait toujours mieux. Au niveau de la data, je pense qu'on a à peu près fait le tour, et maintenant on va un peu parler d'IA, on va voir, ok, on a compris, la data c'est la base de l'IA, et maintenant quels sont les différents types d'IA, quelles sont les typologies d'IA, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, ainsi de suite. Donc l'IA, il y a Gartner, toujours les mêmes. Hein. En 2018, ils essayaient d'identifier quelles étaient les différentes capacités d'IA. Donc, capacités algorithmiques. La première, ça va être la descriptive. La descriptive, on regarde le passé. On se contente de décrire ce qui s'est passé. Et là, il y a énormément d'humains qui interviennent. Finalement, c'est le jugement de l'humain qui va permettre d'apprécier ou pas la donnée. Ensuite, on monte un peu en complexité. Mais surtout on parle de machines. On va parler de diagnostic. Donc là, c'est vos indicateurs. Vous avez mis en place des indicateurs et vous vous rendez compte que sur ces indicateurs, il y a une baisse de 30% de votre trafic sur votre site web sur Q2 2024. La question, c'est la baisse de 30%, c'est peut-être la machine qui l'a détecté. Le pourquoi, ça va être à l'humain d'essayer de le comprendre. Voilà. À noter que c'est pas parce qu'ils sont de haut en bas, que je l'ai dit de haut en bas, qu'ils sont de plus en plus compliqués. C'est faux. On peut parler du prédictif. C'est beaucoup plus compliqué de faire du bon prédictif que faire du prescriptif. Je vais vous expliquer pourquoi. Et le prédictif, c'est vraiment, c'est machine learning. Vous avez un volume de vente et un historique de vente de 10 ans, et vous voulez prédire le comportement de vente sur les 8 prochains mois. Peut-être faire de l'anticipation de stock, peu importe, le déploiement de ressources. Ça, c'est le prédictif. Aujourd'hui, on est assez mûr là-dessus. En termes d'algorithmes, on a plein d'algorithmes qui savent très bien faire, des structures qui savent l'intégrer, c'est moins certain. Et là, dans cette approche-là, il y a toujours une part d'humain, c'est-à-dire c'est toujours l'appréciation de l'homme, de se dire, ok, le résultat, il est cohérent, il n'est pas cohérent, et finalement, je ne me contente que d'afficher un résultat, et c'est moi qui prends la décision. Et là, on arrive dans le monde du prescriptif. Le prescriptif, c'est le nouveau monde, c'est le monde que le grand public a découvert avec les ChatGPT et compagnie. Et là, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'on distingue le prescriptif qui va finalement vous amener jusqu'à vous demander de prendre une décision, et le prescriptif qui va clairement bypasser l'homme. Le problème du bypass de l'homme, là, d'automatisation de la tâche, c'est que c'est une promesse aujourd'hui. Et je dis bien une promesse. Pourquoi ? Parce que vous pouvez essayer d'automatiser, mais ça présente des risques. Alors autant c'est intéressant d'automatiser les tâches à faible risque, autant les tâches à forte valeur ajoutée qui sont à risque, c'est très dangereux. Prenez un exemple, ChatGPT. Voilà, au début, tout le monde s'amusait de dire qu'il avait réussi à faire croire à ChatGPT que 1 plus 1 est égal à 3 ou ce genre d'hallucination. Et on parle bien d'hallucination. Alors, il existe aujourd'hui des solutions open source, par exemple, pour RefCheck, pour essayer de justement nettoyer ces résultats. Mais aujourd'hui, le prescriptif, il hallucine. Et c'est très dangereux. Et du coup, oui, pour mettre de l'automatisation, mais peut-être pas partout. On ne sait pas faire. Et finalement, quand vous voulez mettre en place de l'IA, vous n'avez qu'une seule question à vous poser, c'est quoi le but ? Bon, ça, c'est assez vrai, c'est souvent vrai. C'est quoi le but de l'IA ? On a besoin de mettre en place des stratégies d'IA, et ces stratégies d'IA, encore une fois, vont s'indexer sur ce que la donnée me permet de faire. Est-ce que votre donnée, elle est bien ? Est-ce qu'elle est propre ? Est-ce qu'elle est exploitable ? Est-ce qu'elle est bien rangée ? Si oui, alors dans ces cas-là, on peut commencer à réfléchir à une stratégie d'implémentation d'algorithmes. Il y a 12 axes d'un programme data. Si ça vous intéresse, je peux les énumérer. Alors, je ne sais pas si finalement la simple énumération vous les fera retenir, mais
parmi ces axes-là, on va voir est-ce qu'on a une culture, quelle est la culture de l'entreprise, quels sont les cas d'usage et la valeur de la donnée pour ces cas d'usage, quelles sont les ressources humaines et les compétences dont je vais avoir besoin pour mettre en place ces stratégies d'IA, comment je vais faire mon accompagnement en changement, voilà, et aussi quelle est la part de réglementaire et éthique que vous devez peser dans ce projet-là, en sachant qu'il y a toujours un moment une prise de risque peut-être légale à faire, parce qu'il y a un flou. Il y a un flou, mais néanmoins, vous savez que exploiter ce flou vous fera gagner X% de valeur. Et puis surtout la feuille de route. Au niveau des exemples, quelques petits exemples, on reviendra sur d'autres exemples, mais 2 exemples pour vous montrer que finalement, est-ce que à la course à l'innovation est la bonne chose. Le chatbot temps réel, 2 cas de figure. Premier cas, vous êtes à la gare et vous voulez savoir quand est-ce qu'est votre prochaine correspondance. Et vous avez le chatbot SNCF Connect. Et au fur et à mesure de votre parcours utilisateur sur ce chatbot, donc le cliquez pour aller chercher la bonne réponse à votre question. Vous n'avez pas la possibilité de prompter efficacement, mais voilà, c'est vraiment le QA classique pour essayer de catégoriser finalement votre besoin pour vous fournir une réponse exacte. Et à la fin de votre parcours, vous allez savoir exactement quand est-ce qu'est votre train. Deuxième solution, vous avez ChatGPT sous la main, prenez votre téléphone, vous allez sur l'application de ChatGPT, vous lui posez la question, quand est-ce qu'est mon prochain train pour Brive-la-Gaillarde? Il va vous répondre. Pourquoi? Parce que l'objectif de ChatGPT, c'est de répondre. Que l'information soit exacte, qu'il l'ait pas, il s'en fiche, il va vous répondre. L'expérience utilisateur de ChatGPT est formidable par rapport à celle de SNCF Connect. Par contre, l'information donnée, elle est peut-être pas formidable. Il faut toujours se poser la question de quelle est la bonne solution d'IA. Chatbot SNCF, c'est une IA, c'est un algorithme. IA, c'est le mot à la mode, mais c'est des algorithmes. Et deuxième cas d'usage, la maintenance prescriptive. Aujourd'hui, c'est une fonctionnalité qui n'est pas disponible. On ne sait pas encore anticiper la résolution des problèmes. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune idée en amont de savoir si ça va fonctionner. Il y a eu une anecdote sur un labo qui s'était posé la question de savoir si c'était possible sur les pompes à insuline d'optimiser la distribution d'insuline. Il y avait des travaux d'analyse qui avaient été faits, et la conclusion, c'est oui, c'est possible de le faire, ça permet de faire un gain de 3% d'efficacité dans le traitement. La condition sine qua non, c'est qu'il faut mourir à peu près 10 fois avant de connaître les bons paramètres. Bon, je suis pas sûr que beaucoup de personnes sont prêtes à mourir 10 fois avant d'avoir un bon taux d'insuline dans le corps. Et trêve de plaisanterie, aujourd'hui, on n'est pas encore assez efficace pour faire du prescriptif. On y tend, mais on n'y est pas encore. Tout ça me guide vers quelques réflexions. Alors, avant de parler de réflexion, des notions de vocabulaire, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est la réflexion autour du mot intelligence. Si on s'intéresse un peu à l'anglais, l'anglais c'est Artificial Intelligence. Donc en français, on a traduit ça par intelligence artificielle. Ce qui marche très bien, c'est IA, AI. Dans les deux sens, ça fonctionne. Si on s'intéresse un peu à la signification du mot intelligence en anglais, c'est pas du tout intelligence. L'intelligence, c'est ce qu'on aperçoit dans le lexique français. En Angleterre, aux États-Unis, la CIA, c'est pour de l'information. C'est Agence centrale d'information. Et du coup, la promesse anglaise autour de intelligence, elle est beaucoup moins forte que le terme français. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Mettre en place de la BI, c'est pas de l'intelligence business qu'on met en place. C'est de l'information sur le business qu'on souhaite faire apparaître. Vous voyez, la promesse de l'intelligence, il faut toujours un peu la pondérer par rapport à un contexte lexique. La data science aussi, c'est assez intelligent. C'est assez intéressant. Et ça, c'est un chercheur qui me disait ça il y a 2 jours. Donc, ouais, c'est pas un mathématicien. Il me disait que globalement, à partir du moment où on ajoute science dans une science, c'est qu'on n'est plus très certain que c'est une science. Alors, faites-en ce que vous voulez, moi j'ai trouvé ça assez rigolo, et ça m'a permis de considérer beaucoup d'endroits où finalement on a le mot science qui apparaît.
il y a un autre enjeu, c'est toujours la notion de cycle. C'est finalement, quand vous voulez mettre en place de l'IA, quelle qu'en soit sa forme, comment vous allez démontrer que ça a été efficace? Comment est-ce que vous allez démontrer que à l'échelle, ça a marché? Pour information, hein, on a toujours entre le POC et la mise à l'échelle, il y a un facteur 10 d'échec. On échoue 10 fois plus souvent dès qu'on veut mettre à l'échelle que quand on fait un POC. Et pourquoi? Parce que finalement, la valeur ajoutée, on a besoin de métriques pour savoir s'il y a une valeur ajoutée. Et la métrique, elle se base toujours sur un indice de performance. Et du coup, l'indice de performance, si vous n'avez pas réussi à identifier le bon indice de performance, la machine va se tromper. Exemple tout bête, vous voulez faire une analyse prédictive du taux d'absentéisme au sein des équipes, parmi les intérimaires. Et du coup, vous pourriez vous dire, ok, je vais lancer mes fiches de présence, fiches d'absence non déclarées dans un logiciel, je sais pas, Random Forest, XGBoost, par rapport à un logiciel de machine learning pour faire du prédictif. Puis ça va vous donner des résultats. Et puis en fait, vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce que ces résultats ne matchent pas avec la réalité. Puis vous allez aller sur le terrain et vous allez poser la question. Et en fait, sur le terrain, on vous apprend que globalement, les chefs d'équipe, quand une personne n'est pas là, ils l'appellent, ils lui disent « Ah, t'as eu du mal à te lever le matin ?» Oui. Bon, ok, pose-moi un RTT, je te le valide dans la foulée, mais c'est la dernière fois. Finalement, en fait, votre jeu de données de base, il est verrouillé, ça ne marchera jamais. Parce que l'indice de performance sur lequel vous êtes indexé, c'est-à-dire la non-déclaration, c'est peut-être pas le bon. Finalement, il faut peut-être chercher autre part. Et aussi également les coûts financiers, éthiques, énergétiques de ces implémentations algorithmiques qui sont à considérer largement. Alors, conclusion un peu de tout ça, évitez d'être aveuglé par des solutions complexes. Des fois, on a le droit de faire simple et ça marche très très bien. Repensez au chatbot SNCF Connect, c'est de la dichotomie. Et si jamais ça vous intéresse, on m'a conseillé un livre, j'ai pas encore complètement exploré, j'en suis qu'au tout début, mais déjà dès le début, je me suis dit, il y a des choses intéressantes, puis il y a des résumés qui existent en plus. C'est Why Data Science Projects Fail. On peut retirer le mot data science, je pense, dans ce que je vois, mais voilà, il y a vraiment un truc, c'est bon, en fait, il y a la hype et puis il y a la réalité du terrain. Et souvent, la réalité du terrain conduit à l'échec. L'échec n'est jamais quelque chose de négatif. Il faut toujours savoir le revaloriser. Néanmoins, il faut en avoir conscience. Ce faisant, on a beaucoup parlé sur l'IA et sur des concepts autour de l'IA. Ça me semblait important finalement d'amener ça. Je vais vous parler un peu de comment est-ce que dans l'ERP, justement, on va réussir à intelligemment implémenter ces différents types d'algorithmes. Le premier, ça va être le solver. C'est l'algorithme quasiment prédictif. Le solver, c'est quoi? C'est que vous avez un problème de planification, un problème d'optimisation de trajet de vos transporteurs, peu importe. Vous avez des problèmes assez identifiés et vous avez des contraintes. Vous avez des contraintes de coûts, vous avez des contraintes de ressources. Et vous allez essayer de trouver une solution optimale dans un délai acceptable. Donc ça, c'est les solvers qui permettent de le faire. Ça va s'appuyer sur des algorithmes derrière des méthodes heuristiques, méta-heuristiques. Et vous allez trouver, dans un temps donné, une solution optimale et pas la solution optimale. C'est très important. Vous pouvez lancer aujourd'hui une résolution. Vous pouvez revenir dans 1 million d'années. Peut-être que vous n'aurez toujours pas trouvé la meilleure solution. Et comment ça se structure? C'est assez classique. On définit le problème, on définit les objets du problème. Et puis, après avoir défini les contraintes, on va lancer une résolution. On va interrompre ou pas des résolutions qui sont définies dans le temps. Et on va choisir la solution la plus appropriée. Si on regarde ici ce petit cas d'exemple tout bête, j'ai une zone temporelle pour partir en vacances, j'ai des moyens de transport. Ce que je veux, c'est partir en vacances le plus longtemps possible, à moindre coût. Et finalement, le solver, il va me renvoyer des solutions. Il va me renvoyer une première solution qui me coûte pas cher, mais j'ai pas 5 jours.
il va me renvoyer une solution qui me coûte très cher, mais j'ai 15 jours. Il va me renvoyer une solution que je n'accepterai pas puisque c'est hors date de congé. Et puis, en fait, moi, en tant qu'opérateur, je vais dire, OK, 10 jours, 500 euros, ça me va très bien. C'est la solution que j'estime étant la plus optimum à l'instant T. Deuxième cas, ici, c'est le traitement justement de la donnée non structurée dans les ERP. On parle d'OCR ici. OCR, c'est quoi? Vous avez des factures, vous avez des tickets de caisse, vous avez une source de données et vous souhaitez la rentrer dans votre ERP. Alors pour ça, vous avez des solutions de lecture, d'apprendre, qui vont apprendre également, parce que toujours pareil, vous leur fournissez une volumétrie d'échantillons, mais ils vont réussir à apprendre, Rosom, Mindy ou d'autres, et derrière, vous allez pouvoir intégrer ça dans l'ERP. On a un petit exemple ici avec une facture, donc vous avez le PDF à droite, vous avez à gauche ce que va en extraire la solution OCR, être capable de détecter dans une image la référence du document, la date, le client, le numéro de TVA, ainsi de suite. Et derrière, vous voyez ici, je vous parlais tout à l'heure de la donnée semi-structurée, et ben, c'est pas instantanément de je suis non structuré à structuré. Je passe par une étape qui est semi-structurée, je viens générer un JSON, humainement qui est un peu technique à comprendre, mais avec le temps et l'habitude, ça rentre. Mais derrière ça, une application, elle est capable de le comprendre, elle est capable de le rentrer, de le renseigner, de l'exploiter, de le revaloriser et de le structurer. Vous voyez, ça, c'est un usage très, pas simple, mais très admis d'algorithmes, d'IA. Et en fait, les gens disent OCR, c'est d'IA, parce qu'il y a de l'apprentissage. Mais en fait, c'est de l'algorithmique. À chaque fois, c'est pareil. Et derrière, quand vous êtes dans le RP, vous dites, bah voilà, à gauche, j'ai une invoice number, à droite, ça correspond à mon invoice ID. Et clac, 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 d'une durée non structurée, vous arrivez à d'une donnée non structurée, vous arrivez à une donnée structurée. Et enfin, le boss des boss actuels, les large language models, les cas d'usage révélés, les cas d'usage fantasmés. On a la génération de code, on a la génération de contenu. On va avoir l'aspect tout documentaire avec comment justement favoriser le onboarding des personnes sur une solution métier. Comment traiter l'information, parce que c'est vrai qu'on a des solutions dédiées, des OCR, pour venir faire de l'extraction de données, mais en fait aujourd'hui ChatGPT il est capable de le faire, Gemini il est capable de le faire, et il est capable de faire du multimodal. Gemini, sa promesse initiale, c'est je suis capable de gérer du multimodal, son, image, tout ce que vous voulez, je serai capable de l'interpréter, je serai capable de vous générer du contenu dessus. Classification, segmentation des données, telles que les leads. C'est aujourd'hui, vous avez un corpus de data, vous souhaitez un peu le classer en un temps record, en percevant des choses que vous n'auriez peut-être pas perçues de prime abord. Pas plus tard qu'il y a, c'était peut-être début octobre ou fin septembre, je crois, il y a eu un article sur l'exploitation d'Ubisoft de LLM pour analyser les commentaires des joueurs. En sachant que ça fait quelques années qu'Ubisoft fait ça. Avant, ils utilisaient des algorithmes de Dirichlet et ils sont passés sur justement des LLM où avant ils avaient finalement un espace fini de classification avec des sélections finies imposées techniquement. Maintenant, grâce au LLM, ils arrivent dans les commentaires, à percevoir des intentions, à percevoir des tonalités, à discréditer les trolls qui vont finalement produire du contenu mais qui polluent, et tout ça de manière beaucoup plus efficace. Et vous avez aussi la création de contenu, donc le talk to action, vous allez demander finalement dans votre ERP de créer quelque chose, ça va le faire. Le text to SQL aussi qui permet d'accélérer notamment tout ce qui va être data viz. Maintenant qu'on a parlé un peu des cas d'usage, je propose une démonstration tout simplement, vous montrer un peu quelques exemples et je vais switcher.
Donc voilà, dans Axelor, je vous disais, on a le solver, et puis on a aussi notre module IA. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce module? On peut faire plusieurs choses. La première, déjà, ça va être quel est un peu faire un listing. Un listing des différents modèles de données que je souhaite adresser. Pour moi, ça me paraît assez important et même indispensable de ne pas se marier à une technologie. Je peux vous donner une petite anecdote qui m'a un peu fait sourire récemment. Pour ceux qui font de la photo, sachez-le, et qui utilisent la suite Photoshop, et notamment l'IA embarquée sur la suite Adobe. Si vous regardez un peu les clauses juridiques de l'utilisation de l'IA, à partir du moment où vous exploitez l'IA d'Adobe pour modifier une photo, même un calque, une photo que vous avez prise, que vous avez générée, la propriété intellectuelle revient à Adobe. Donc, prenez une photo de votre chien préféré. Vous voulez retirer un passant dans le fond, et votre chien devient la propriété intellectuelle d'Adobe et vous ne pouvez plus l'exploiter librement. Pas mal, hein? C'est américain. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte que finalement, si on veut, dans le RP, exploiter intelligemment l'IA, il faut se poser les questions de comment je gouverne ma donnée, comment je gère ma donnée. Et peut-être que la réponse, c'est tout simplement de se dire, ma donnée, j'ai envie d'exploiter sur un modèle de données que je définis directement. L'autre chose qui va être possible à faire, c'est finalement comment est-ce qu'on va configurer. Et ça, c'est intéressant. Voilà, par exemple, j'ai configuré un bot, ChatGPT 4.0, et je lui dis prends en compte tout ça. Et tout ça, c'est le AI embedding là. Vous allez trouver finalement la possibilité de lui mettre à disposition le doc, partie un peu grave. Également des données de la base. Est-ce que vous voulez que votre modèle apprenne un peu des products, des leads et tout ça, connaître des informations, des fins documentaires, vous pouvez le faire. Une fois que vous avez configuré tout ça, votre chatbot, vous allez pouvoir configurer également des prompts. Par exemple ici, lead details, j'ai configuré un prompt. Alors, très simple, hein. C'est pas du prompt engineering de haut niveau, et le prompt est configuré. Vous allez configurer un prompt, vous allez globalement essayer de faire le mapping entre votre modèle de données, le RP, et puis le résultat. Voilà, c'est de la sélection, hein, ça génère la donnée semi-structurée dont je vous parlais. Et puis, vous allez l'activer. Et comment est-ce qu'on va vérifier qu'il est bien activé? On va se dire, là, le prompt, c'est globalement, c'est essayer d'avoir un max d'infos sur le nom d'une piste. Pour ceux qui ont déjà assisté à un certain webinaire, moi, le cas n'a pas trop changé. J'ai rajouté la taille d'entreprise. Donc là, je vais faire une nouvelle lead et par exemple, prenons monsieur. Allez. Tiens, un membre de la famille, Michel Rocard. Pas du tout. Entreprise Castorama. Tout le monde connaît l'impact de Michel Rocard sur Castorama. Donc là, j'ai juste rempli ça. On a ici aucune info. Country, postal code et ici la taille avec une sélection. J'ai aucune info. Je sauvegarde. Jusque-là, rien n'a changé. Okay, toujours pas d'info. J'ai donc toujours Michel Rocard chez Castorama et j'ai mon petit bouton ici qui va appeler finalement mon prompt. Je complete it. Il va réfléchir un petit peu. Et alors vous voyez, on croira presque à de la magie, mais rien de magique. Alors, on a ici le site web qui a été renseigné, on a ici une adresse,
Est-ce que c'est la bonne? Je ne sais pas. Après, j'ai vraiment fait du cold prompting, hein. J'ai pas affiné. J'ai mon code postal, j'ai ma France, j'ai ici une petite description, toute simple, qui était mise. Et la taille, j'ai pas trouvé l'information. Size, je l'ai pas. Alors, je peux rejouer, finalement, mon prompt, essayer de voir si, est-ce que c'est parce que la première fois, il n'avait pas trouvé? Non. Il y a des fois où alors vous remarquez ici, j'ai le numéro de SIRET qui est apparu, j'ai le code NAF. Tout ça, c'est des choses qui sont, bien entendu, présentes parce que je les ai paramétrées dans le prompt de confinement. Le deuxième outil que l'on pourrait utiliser, c'est un petit chatbot. Alors, là, actuellement, on a le chatbot qui est là, mais tiens, il y a déjà un truc, c'est créer un événement. Donc, on va refaire. Créez-moi une réunion concernant la mise en place de l'IA chez Accelor demain à 11h. Il va réfléchir. On aurait pu, bien entendu, hein, c'est comme à chaque fois, c'est du prompt, on aurait pu bien enrichir, spécifier un rôle, ainsi de suite. Et puis, bon, alors, voilà, on me dit, ça a été créé avec succès. Donc là, si je vais dans mes événements, et j'ai le lien, mais je préfère vérifier toujours. C'est My Events. Ben, vous voyez, il a menti. Il a menti. Alors, où est-ce qu'il m'a mis? Je sais pas. C'est toujours un peu l'effet démo. J'ai bien un truc qui a été fait, mais ah oui, mais il l'a pas assigné à la bonne personne. C'est sûr que s'il assigne pas à la bonne personne, vous voyez tout l'intérêt de bien prompter. Réunion concernant la mise en place de l'IA chez Accelor. Voilà, il crée des choses. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, ça va être peut-être poser des questions. Dans le embedding que j'ai fait ici, j'ai des documentations sur la base. Ça va être, par exemple, je peux lui demander à un nouveau chatbot, est-il possible, je connais la réponse, mais parce que j'ai l'habitude, mais est-il possible de changer la date du jour dans l'application? Et là, il va me fournir la réponse. Et vous allez voir, c'est assez intéressant, parce que, je vous disais, l'IA, elle est faite pour répondre. J'ai fait exprès de poser cette question, je l'ai testé avant. L'IA, elle est faite pour répondre. Et elle va vous répondre. Quel que soit finalement son niveau de connaissance. Et là, il me dit qu'il n'est pas possible de changer la date du jour directement dans l'application. Et il me propose de naviguer dans les vues calendrier. Et il me propose de créer un événement. Donc, il ne répond pas à ma question. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué aujourd'hui. Alors, certes, j'ai pas fait d'effort. C'est très compliqué aujourd'hui de contrôler la qualité de la réponse d'une IA. Pour vous prouver, il suffit d'aller dans le management, apps management, dans la configuration de l'application de base. Et dans la configuration de l'application de base, j'ai ici la date du jour. Je peux choisir quelle est la date du jour d'un point de vue de l'application. Et c'est sur ce dernier sujet que je conclurai un peu mon propos. Aujourd'hui, l'IA, elle est très intéressante. Elle est porteuse de beaucoup de promesses. Dans l'ERP, notamment, il y a énormément de cas d'usage possibles. Et après, c'est toujours pareil. Finalement, l'IA, c'est qu'une promesse, et c'est à nous, en tant qu'éditeur, à vous, en tant que consommateur, client, de bien identifier les objectifs que vous souhaitez atteindre et comment les atteindre, et surtout quelles sont les bonnes réponses à apporter à vos problématiques. Et pour connaître les bonnes réponses à apporter à vos problématiques, il faut bien identifier vos problématiques, et c'est toujours l'étape la plus compliquée, c'est mettre en place nos indicateurs de performance. Et une fois qu'on a ces indicateurs de performance, on est capable de réfléchir à une solution. Écoutez, et c'est quelqu'un qui est assez enthousiaste de l'IA et de l'algorithme qui vous en parle. Donc, je suis pas réfractaire, bien au contraire. Je m'éclate avec ce genre de trucs depuis des années.
Avant, c'était le machine learning, maintenant c'est les LLM, mais on n'oublie pas cette passion initiale. Mais voilà, prenez en considération tous ces sujets-là avant de vouloir à tout prix suivre un effet de mode qui pourrait au final vous coûter beaucoup d'argent et un décrochage, un espèce d'hiver, de l'IA et de l'innovation. On arrive à la fin de cette présentation. Dans tous les cas, je vous remercie à tous pour votre présence et ce moment. J'espère que vous aurez passé un bon moment et même peut-être appris des choses. Si jamais vous avez des questions, vous souhaitez échanger un peu plus sur ces sujets d'IA, de data dans le RP, n'hésitez pas à prendre contact. Vous avez ici la slide contact, hein, vous allez retrouver l'adresse mail et on y répondra avec grand plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes très agréable fin de journée et puis à très bientôt.